Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du Venezuela. Mais comme il y en a un peu marre de parler tout le temps des coups d'État, des tentatives d'opérations militaires, etc. Aujourd'hui, on va parler du Venezuela d'une autre façon, sous un autre angle. Et c'est pour ça que nous sommes venus à Paris. Nous sommes devant le siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Nous sommes à l'UNESCO. Nous allons parler avec l'ambassadeur du Venezuela à l'UNESCO, Hector Constant. Allez, venez, on y va. Alors le Venezuela à l'UNESCO, ça commence dès le lobby, dès l'entrée, puisque cette œuvre est l'œuvre de l'artiste vénézuélien Jesus Soto. Et il y a plein de surprises. Allez, on va voir l'ambassadeur. Hop. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Ah, oui, pas de doute. Nous sommes bien dans la représentation officielle de la République bolivarienne du Venezuela à l'UNESCO. Hola, embajador, Héctor. Agarran aquí haciendo trabajo logístico. Bienvenido, pues, bienvenidos todos ustedes. Gracias. A esta oficina de Venezuela en la UNESCO. Muchas gracias. Bon, voilà la personne. Donc, on est parti. On va faire une interview sur des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de traiter sur les deux rives. Hector Constant, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela, c'est pour ça qu'on est venu. Le Venezuela, on ne parle jamais de la culture du Venezuela, puisque l'actualité politique, économique, sociale, généralement prend le dessus. Pourtant, le Venezuela, on l'a vu en entrant au siège de l'UNESCO, on est accueilli par une œuvre d'un artiste vénézuélien. Qu'est-ce que quel est déjà le poids culturel du Venezuela, d'une part au niveau interne, la dynamique culturelle éducative vénézuélienne, et puis quel est je dirais, le poids culturel du Venezuela au sein de l'UNESCO? Bon, tout d'abord, merci de cette opportunité de parler avec tes interlocuteurs, avec toi-même. Je pense qu'effectivement, c'est bien de montrer que le Venezuela va au-delà des questions de polarisation politique. En termes de culture, justement, on est en train de faire tout un travail pour assurer la protection du patrimoine vénézuélien. Je pense que là, c'est très important car le patrimoine est de tous, même s'il faut le reconnaître, avec le gouvernement bolivarien, depuis 1998, on a mis en valeur beaucoup de patrimoine qui était, à tout le moins, diminué du point de vue justement de sa reconnaissance, de leur reconnaissance mondiale. Alors, petite précision, l'UNESCO, l'espace donc dans lequel on est en train de faire cette interview, ne vise pas que la culture. L'UNESCO est une organisation avec 5 mandats. Il est vrai que la culture a beaucoup plus d'importance du point de vue de normes, de la légalité internationale. Mais il faut s'en souvenir que l'UNESCO a quand même d'autres mandats, 4 d'ailleurs autres mandats qui sont l'éducation, les sciences sociales et humaines, les sciences naturelles, l'information et la communication et donc la culture elle-même. On veut bien sûr reconnaître une activité et un travail de tous les pays dans tous les domaines, mais c'est vrai que c'est un travail interdisciplinaire puisqu'on ne peut pas parler d'éducation sans parler de culture, on ne peut pas parler de culture sans parler de sciences humaines par exemple. Donc, mais il faut quand même faire cette précision parce que l'activité que nous entamons ici à l'UNESCO, même s'il y a un poids culturel très fort, est aussi concentrée sur d'autres domaines qui sont tout aussi importants pour le développement de n'importe quel pays, en l'occurrence du Venezuela. Alors, le poids culturel du Venezuela, comment est-ce qu'on peut mesurer ça? On le mesure à l'aune du nombre de patrimoines culturels qui sont inscrits dans la liste de patrimoine de l'humanité. On peut le mesurer sur la base du nombre de la manifestation ou des manifestations culturelles qui font lieu au pays. On le mesure sur la base de l'identité, de la force de l'identité d'un pays. Enfin, il n'y a pas de mesure
pour savoir quel est le poids culturel d'un pays. Il faut dire que l'UNESCO vise surtout à défendre la diversité culturelle, et c'est là où la délégation du Venezuela, où cette mission diplomatique justement a beaucoup de force et beaucoup de poids, car notre discours et notre action visent justement à garantir la question de la diversité culturelle, le renforcement de la diversité culturelle et la protection de la diversité culturelle. Alors, dire que cela constitue un poids culturel, bon, quelqu'un pourrait venir et m'en dire le contraire. Ce qui est important, c'est que pour défendre la diversité culturelle, pour parler de diversité culturelle, il faut parler aussi de la paix. Il faut parler, il faut condamner les mesures coercitives unilatérales, par exemple. Il faut assurer justement que même en étant politique, on vise la culture, car la culture est aussi un droit à pouvoir garantir que les manifestations culturelles continuent à être célébrées, à être manifestées, à être appropriées par, dans le cas du Venezuela, les Vénézuéliens eux-mêmes. Alors, depuis 1998, on a eu, et surtout depuis 2012, avec un certain nombre de manifestations culturelles qui ont été mises en valeur par le Venezuela, on a eu pas mal d'inscriptions sur la liste de patrimoine immatériel, depuis Los Diablos de Yari, en passant par la Parranda de San Pedro, en passant par la tradition de la Curagua, ou le savoir-faire des indigènes Wara, ou plus récemment les chants traditionnels del Llano. Del pueblo mío, del llano que me rodea. Yo he venido hasta Cañar el mismo, yo sé carea, yo sí les voy a enseñar. Et alors, en quoi consiste ton action? En quoi consiste l'action de la République bolivarienne du Venezuela ici à l'UNESCO? Nous sommes dans un espace multilatéral. Donc, ce que nous faisons ici, c'est du multilatéralisme. Après, c'est vrai que parfois, on trouve que le multilatéralisme se fait surtout à New York, se fait surtout dans des thèmes politiques, etc. Bon, il n'y a pas de culture sans politique, il n'y a pas de politique sans culture. Mais ici, à l'UNESCO, même si on veut éviter les gros thèmes de politisation, on fait avancer un cadre normatif, un cadre d'instruction pour les pays, afin d'assurer justement que l'activité dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des sciences et dans le domaine de l'information et de la communication puisse garantir justement l'action des États, l'action des individus, l'action des partenaires sociaux. En matière d'éducation, puisqu'on y est, on est en train par exemple de faire avancer les accords pour qu'il y ait une convention mondiale sur la reconnaissance des titres universitaires, ce qui n'est pas moindre chose, car vous le savez, par exemple, quand on a une licence ou un master en Afrique ou en Asie, aux Amériques, etc., il n'est pas obligatoirement reconnu en Europe ou dans d'autres pays. Donc, c'est des choses concrètes qui bénéficient la population de façon aussi concrète. Et je pense que là, c'est un grand bénéfice de l'UNESCO, justement, de pouvoir entamer de dialogues, de débats et de négocier donc des éléments normatifs qui peuvent nous aider dans la démarche quotidienne. Après, dans les sciences humaines, dans les sciences naturelles, par exemple, bien sûr, on est très lié aussi au changement climatique. Et dans le cadre général, l'UNESCO est très lié aux objectifs de développement durable, donc à l'agenda 2030, qui met un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de grands axes pour arriver à l'année 2030, qui devrait justement garantir que le monde soit un peu différent à ce qu'il est maintenant. Le Venezuela, et je dis cela comme parenthèse importante, est l'un de très peu pays qui a réussi à faire incorporer l'agenda 2030 en tant que loi. C'est une loi nationale à garantir justement qu'on puisse atteindre les objectifs de développement durable est aujourd'hui une loi au Venezuela. Et moi, je trouve que cela est un gros pas justement pour garantir qu'on puisse avoir une société chaque fois plus inclusive et chaque fois plus égalitaire. Alors, est-ce que l'UNESCO envoie de l'argent au Venezuela pour préserver
les patrimoines, les monuments ou d'ailleurs le patrimoine immatériel de l'humanité. Est-ce que le Venezuela reçoit de l'argent de l'UNESCO? Aucun argent, aucun argent. Alors, l'UNESCO donne un grand bénéfice, surtout pour les pays avec beaucoup de tourisme, comme la France, qui est d'ailleurs le pays avec le plus de monuments classés en tant que patrimoine matériel ou immatériel de l'humanité, surtout matériel. Il y a beaucoup de châteaux, beaucoup de villes, etc., etc. Alors, il y a un bénéfice touristique puisque le monument ou la ville, etc., etc., est classé dans la liste patrimoine mondial et tout le monde veut visiter un patrimoine mondial. Parce que qu'est-ce que veut dire le patrimoine mondial? Le patrimoine mondial veut dire qu'il y a une histoire et que cette histoire est en train d'être reproduite et défendue. Et c'est l'État qui s'engage donc à que cette histoire, à que ce monument puisse continuer au fil des années à être protégé, préservé pour les générations à venir. Donc c'est une sorte de développement durable patrimonial. Alors, on ne reçoit pas d'argent, même pas un euro, rien du tout, même pas un dollar. Ce qu'on reçoit, c'est de l'assistance technique et surtout un grand nombre de responsabilités, comme je viens de le dire. Cela ne va pas contre la souveraineté, bien au contraire. On garantit et on préserve, et la Convention là est très claire, on préserve que tous les États sont souverains de leurs espaces patrimoniaux. Et ceci est très important. Ceci est très important car on a vu parfois quelques interprétations comme quoi des manifestations ou des espaces patrimoniaux mondiaux veulent être intervenus par la communauté internationale ou par certains acteurs de la communauté internationale sur la base d'une protection et d'un droit de protection qui n'est pas tel. Non, chaque État doit protéger ses propres manifestations. L'UNESCO, c'est aussi beaucoup de travail sur le thème de la communication. Il y a toute une ligne de travail sur la communication. Il y a d'ailleurs aussi une très belle bibliothèque en ligne sur ce thème-là. On se rappelle que c'est de l'UNESCO que part le fameux rapport McBride dans les années 80. Et aujourd'hui, ce thème est d'autant plus d'actualité. Quand on lit le rapport McBride dans les années 80, en tout cas les conclusions, les recommandations du rapport McBride, on se rend compte que finalement, la situation est encore pire aujourd'hui en termes de concentration des moyens de diffusion de l'information. Il y a beaucoup de pays, dont le Venezuela, qui souffrent de cette concentration des moyens de diffusion de l'information. Quel est quel est l'état des avancées ou des recherches sur ce thème-là aujourd'hui à l'UNESCO, et quelle est la part du Venezuela pour les faire avancer? Alors, c'est vrai, le rapport McBride, c'était une autre époque. D'ailleurs, à niveau national, le rapport McBride avait donné naissance au mouvement du nouveau periodisme, ¿no? Movimiento del nuevo periodismo, Movimiento del periodismo nuevo, qui justement appelait à garantir un accès plus égalitaire justement aux moyens de communication, mais aussi à faire une activité plus éthique et une utilisation plus éthique des ressources de communication. Aujourd'hui, l'UNESCO est très versée sur l'impunité et sur le fait de la liberté d'expression, ce qui est parfois mal interprété par certains acteurs, car on investit peut-être beaucoup plus de temps à cette activité de monitoring international, c'est-à-dire de supervision internationale, si l'on peut interpréter ainsi, plus qu'à la production justement de documents qui visent à faire un état justement de l'activité et de la réalité des grands médias. Après, et on est obligé, surtout dans ce contexte de pandémie, on est très lié aussi aux problèmes, aux atouts, aux faillites de la communication en tant que telle. Par exemple, un pays comme le nôtre, qui est vissé donc par ces sanctions internationales et qui a des problèmes de connectivité sur Internet, nous sommes en train de critiquer et en train de demander à l'UNESCO un engagement plus grand pour assurer que le blocus, c'est-à-dire les mesures coercitives unilatérales, n'empêchent pas le droit à être communiqué des gens. Car cela n'a pas juste un impact sur les réseaux sociaux, qu'on puisse pas voir WhatsApp ou qu'on ne puisse pas voir ces plateformes qui ont été créées du point de vue social. Non, ça a un impact direct pour l'éducation.
Parce que si les enseignants ou les élèves n'ont pas un accès égalitaire aux moyens technologiques pour s'assurer qu'ils reçoivent de cours convenablement, là, on est face à une catastrophe et on est en train d'approfondir justement l'écart très grand qui existe entre les pays développés et donc qui ont beaucoup plus d'accès justement à des moyens de communication des pays qui n'en ont pas, comme l'Amérique latine, comme l'Afrique, comme l'Asie. Donc cette pandémie et justement ce manque comment dirais-je, d'investissement de l'UNESCO vers cette réalité fait que dans ce contexte, il y ait un grand danger pour écarter ou pour augmenter l'écart qui existe entre pays développés et pays en développement. Et donc, il faut qu'on soit vraiment très vigilant et qu'on puisse travailler là-dessus. J'ai pu lire sur Twitter et dans quelques médias dominants occidentaux que le Venezuela avait un gouvernement intérimaire qui serait présidé par un monsieur Juan Guaido. Alors, ici à l'UNESCO, est-ce que vous pouvez nous raconter votre train-train quotidien, je veux dire, avec le corps diplomatique, les États membres de l'UNESCO, donc de l'ONU, qui reconnaissent-ils? Est-ce qu'ils vous reconnaissent dans votre travail? Écoute, je vais te répondre d'une façon assez simple. Même si j'ai entendu parler de façon assez vague des gens que tu es en train de me signaler, je pense que c'est des concitoyens vénézuéliens. Mais en tout cas, ici à l'UNESCO, nous travaillons et bien sûr, nous représentons le gouvernement bolivarien, légitime, constitutionnel du président Maduro qui, en plus, suit la ligne du président Chavez. Et là, il n'y a aucun doute. S'il y avait un doute, moi, en tant qu'ambassadeur délégué permanent, je n'aurais pas été élu en décembre dernier en tant que président de la plus importante commission dans le conseil exécutif qui est la commission du programme et des relations extérieures. Or, j'ai été élu pour les 2 prochaines années en tant que président de cette commission, donc c'est à moi de lidérer, c'est à moi de coordonner toutes les activités liées avec le programme et les relations extérieures de l'UNESCO au sein du conseil exécutif. Mais encore, si on n'était pas légitime, je n'aurais pas pu avoir la présidence du groupe latino-américain et des Caraïbes au premier semestre de l'année 2020. Et encore, je ne pourrais pas siéger ici, et je t'invite, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais en sortant, tu peux voir que nous sommes accompagnés d'un grand nombre de délégations, puisque nous siégeons ici au siège même de l'UNESCO, et tu vas voir que nous sommes à côté d'un grand nombre de délégations avec lesquelles on a les meilleures relations. Donc nous sommes 193 membres de l'UNESCO, et nous avons une activité totalement légitime, totalement constructive, totalement ancré avec les axes, avec les intérêts de la révolution bolivarienne, mais aussi avec la garantie et avec notre grand engagement à faire que la culture vénézuélienne, l'éducation vénézuélienne, les réussites sociales du Venezuela bolivarien puissent être présents à l'UNESCO. Donc, avoir ou parler d'isolement dans notre cas, ce n'est même pas une impossibilité, c'est juste peut-être le rêve de certains qui veulent nous faire mal, mais qui finalement s'avère être absolument faux, une réalité absolument fausse. Nous sommes ici accompagnés sinon pas de l'amour, en tout cas du respect, ce qui est plus important, de toutes les délégations internationales. Comment le blocus affecte l'éducation, la culture et la science au Venezuela, puisque c'est le thème aussi. De façon très nette, mais absolument, de façon très nette. Je l'ai déjà signalé dans quelques réponses. Par exemple, ne pas avoir recours, ne pas avoir accès à certaines plateformes sur Internet, etc., nous fait beaucoup de mal. Mais en plus, en termes de la culture, je te donne un exemple concret. Il y a un an, peut-être même pas un an, fin de l'année dernière d'ailleurs, nous étions en train de négocier la possibilité d'intervention de l'UNESCO. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible pour garantir que de l'argent qui est bloqué donc par les banques européennes, nord-américaines, qui sont liées aux finances internationales ayant base aux États-Unis, donc une partie de l'argent puisse être
garantie ou puisse être utilisée pour acheter des instruments musicaux pour les jeunes Vénézuéliens. Vous le savez, et le système, mais non pas quel système, avec d'autres grands projets musicaux nationaux et culturels nationaux sont très, je dirais, reconnus de par le monde. Et malheureusement, cet argent n'a pas pu être utilisé, donc nous avons encore cet argent bloqué, et donc les élèves de beaucoup d'écoles publiques vénézuéliennes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un instrument national. Sur la base des mesures concrètes, coercitives unilatérales, nous avons que nos droits culturels, nos droits sociaux, etc. ont été malmenés. Cela ne veut pas dire que le gouvernement bolivarien n'a pas fait de grands efforts. On a vu qu'il y a eu une augmentation du PIB en matière d'éducation nationale. On a vu que le nombre d'étudiants aussi, par exemple dans la matricule universitaire, dans la matricule d'éducation basique l'année dernière, a été augmenté. Mais je veux dire, bien sûr qu'avoir plus de 5 000 millions de dollars et d'euros bloqués nous font du mal. Évidemment, quel pays peut dire que ce n'est que voilà, qu'un triste cauchemar qui ne nous fait pas de mal? Non, évidemment, ça nous fait du mal. C'est des sanctions concrètes et dans la réalité, je veux dire, du maintien de nos engagements de l'UNESCO, ça nous fait beaucoup de mal, c'est certain. Hector Constant, merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci en tout cas à toi, Romain, et à tes interlocuteurs. J'insiste, à vous tous, pour vous être intéressés aujourd'hui à la partie de la culture, à la partie de l'éducation. Il est vrai que même si on n'est pas dans le combat politique, ici on ne peut pas éviter quand même d'avoir des considérations politiques, mais nous sommes très heureux en tout cas de pouvoir aider à la compréhension de l'activité multilatérale du Venezuela, à la diplomatie bolivarienne de paix. Et la semaine prochaine, ça donnera un peu plus de temps justement pour la publier. On devra être en train de présenter le retour de la pierre Cueca, qui donc est assez important. Vous savez, la pierre Cueca, la Abuela Cueca, est une pierre qui a été sortie du Venezuela de façon illégale en 1998, et pendant 20 ans, donc dans le dernier gouvernement de la 4e République, et pendant 20 ans, on a fait vraiment un objectif national de la récupérer, car elle était sortie de façon illégale, et c'était un symbole du peuple indigène Pemón, et donc on a réussi à la récupérer. Elle était en Allemagne, on a réussi à la récupérer. En avril dernier, il y a eu le retour de la pierre Cueca, et donc on va la présenter dans le comité qui parle justement de l'exportation illicite des biens culturels pour être déclarée en tant que bonne pratique. Le retour de la pierre Cueca en tant que bonne pratique, ça va nous faire beaucoup de bien, parce que justement on est en train de démontrer que la diplomatie bolivarienne de paix, justement que nos démarches pacifiques ont de fruits favorables et ont été menées justement avec un succès évident, puisque la pierre est déjà chez nous à Canaim. Donc il y a de bonnes choses, et on célèbre bien sûr que ce type de nouvelles puisse être partagé par vous tous, même dans ces temps si challenging, si défiant, si compliqué. Il y a toujours de bonnes nouvelles dans le cadre culturel qu'on veut partager avec vous. Et on te remercie, Romain, justement pour te faire écho de cette possibilité de partager ces bonnes nouvelles. Merci. Bon, super. En plus, la pierre Cueca, c'est la pierre traditionnelle sacrée du peuple Pemón, le fameux peuple que le président Maduro est censé massacrer, si l'on en croit les journaux dominants, les médias dominants et toutes les fake news qui tombent sur le Venezuela. Donc voilà, on était avec Hector Constant pour un autre point de vue sur le Venezuela, un point de vue dont on ne parle pratiquement jamais, qui est le point de vue de l'éducation, la culture, la science de ce pays. C'était évidemment une alternative d'information présentée par lesderives.info. Comme vous le savez, aucun État, ni aucun milliardaire, ni l'UNESCO ne finance les deux rives. Donc, soutenez-nous, participez à notre financement participatif, et nous nous revoyons dans une autre vidéo. Merci beaucoup et merci Hector encore une fois.